Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église de Sceaux souffrait vraiment de problèmes structurels importants. Il y a des désordres très importants, que ce soit en matière de maçonnerie, en matière de charpente. Pour l'église de Sceaux, il n'y a pas eu de restauration générale comme on l'entreprend aujourd'hui depuis plus d'un siècle. Voici déjà plus de 30 ans que nous savons que l'église connaît des problèmes de stabilité. Il y a le côté nord de l'église qui était en train de s'enfoncer dans le sol et il était donc nécessaire de le renforcer. Alors nous l'avons fait pendant un certain nombre d'années avec des tirants, avec des systèmes de sauvegarde, mais nous savions depuis longtemps qu'il fallait faire une restauration très importante de l'édifice. Elle avait des fondations du XIIe, du XVIe et du XVIIIe siècle qui étaient sur un sol extrêmement hétérogène, avec une résistance, on appelle ça mécanique, pas assez suffisante par rapport au poids, j'allais dire, de l'église. D'où effectivement les désordres que l'on peut voir et les importantes fissures que l'on voyait sur les arcs-boutants, mais également à l'intérieur de l'église, où on voit des fissures très claires dans les bas-côtés et dans la nef. Le dossier a mis presque 10 ans à être monté, puisque naturellement une partie de l'église est classée, donc intervention des monuments historiques, enfin un travail très approfondi de diagnostic. C'était absolument indispensable pour la sauvegarde de cet édifice et pour le patrimoine de la ville. Vous savez que l'église donc est propriété de la commune, et donc depuis les lois de séparation de l'église et de l'État. Et donc c'est à la fois un devoir pour préserver le passé, mais aussi pour les générations futures que de restaurer ce bâtiment. L'intérêt de l'église, il est lié vraiment à l'histoire de Sceaux, qui est particulière. Donc on part d'une église rurale, on arrive à une église à la Révolution qui a pris une certaine importance dans son environnement. Et puis il va y avoir donc là une période, on va dire, d'oubli et d'un peu d'abandon pendant le XIXe siècle, mais qui est commune sur l'ensemble du territoire, et avec une renaissance de l'intérêt de cet édifice et des édifices religieux à partir du milieu du XIXe siècle. J'en arrive là pour dire que cette église fait tout de même partie des églises qui ont été repérées, reconnues et protégées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans les premières listes d'édifices en France. L'église de Sceaux a été protégée en 1926, donc l'arrêté de protection est pour nous assez ancien maintenant. L'église Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment le symbole de la ville, on va dire. Dès qu'on approche du quartier, on voit cette flèche là qui s'élève dans le ciel. Et au bout, il y a une église. D'ailleurs, quand les gens passent dans le quartier, ils disent ben, c'est l'église de Sceaux, il n'y a pas de problème. Et puis l'église, c'est plus que ça, parce que c'est un lieu qui est toujours ouvert, à l'image de ces portes que j'essaie de garder ouvertes le plus possible. Les gens font leurs courses, ils passent dans le parc, mais ils viennent à l'église un instant, prier, se recueillir, visiter. Le chantier de l'église de Sceaux est un chantier qui se déroule sur plusieurs années. On a commencé il y a 3 ans une première opération qui est bas côté nord, première travée du chœur. Et puis on va bientôt démarrer, dans 1 an et demi, le bas côté sud. On a dû d'abord essayer de restabiliser l'édifice, en fait, avec des micro-pieux, où on a fait donc une reprise en sous-œuvre pour retrouver le bon sol et les bonnes assises des fondations. Il y a eu également tout ce qui était lié au niveau des maçonneries à la pose de tirants en fibre de verre. Cette reprise en superstructure permet en fait d'éviter le déversement des murs, voilà, qui partaient en éventail, tout simplement comme un château de cartes. On s'est attaqué après vraiment sur la charpente. La charpente était extrêmement dégradée et faisait des poussées au vide, on appelle ça, sur les arcs-boutants. La pierre, c'est l'élément structurel du chantier. C'est vraiment le corps de l'église. C'est cet élément-là qui sert de support à tous les autres corps d'État qui sont tout aussi importants. Par exemple, le réseau va recevoir le vitrail, les arrases, les bas-côtés nord, les arcs-boutants. La charpente va venir s'imbriquer dans ces aimants-là, la couverture va s'appuyer sur la charpente.
C'est un enchevêtrement de différents corps d'état, mais nous, on est les premiers à intervenir en quelque sorte. Alors les arcs-boutants ont vraiment une fonction vitale dans la structure de l'église. On va consolider le veau. Ce qu'on appelle le veau, c'est ce qui va soutenir les pierres, l'arc. Et ensuite, on va poser l'arc-boutant, enfin, tous les éléments de l'arc-boutant. Donc voilà, on a posé ces pierres de départ, les pierres d'arrivée, et puis après on va remonter, là, on va s'aligner sur la pierre existante qui est encore là-bas. Donc on a reconstruit complètement les arcs-boutants. Donc ça a été un relevé extrêmement précis avec tout le calpinage des pierres qui sont superposées les unes sur les autres et qui tiennent les unes par rapport aux autres. Donc c'est ça qui est quand même structurellement assez extraordinaire. Et puis donc dessous bien sûr, on ne voit pas, mais il y a toute la reprise de la charpente intérieure. Et ici vous voyez donc la nouvelle couverture que l'on a reposée avec des tuiles vieillies un peu, qui permettent vraiment de s'intégrer bien avec les tuiles de la nef et du chœur. C'est le toit de l'église, c'est la réflexion de la toiture de l'église. Et la partie, nous, quand on arrive, c'est comme ça, le charpentier a fait son boulot. Donc ça, c'est la première phase. Après, il y a cette phase-ci. Et puis après, c'est la dernière phase où mon collègue est en train de finir là-bas. Les noquets sont en plomb et la tuile, c'est de la tuile qu'on a retaillée pour pouvoir chevaucher l'une sur l'autre en fait. Et à chaque fois, ça passe par-dessus. Il y en a un à chaque rang et ça fait l'étanchéité. Et après, on aura une bande en plomb par-dessus encore. Mais ça, c'est en dernier. Quand tout sera posé, on pourra poser cette bande. En fait, la couverture part du bas jusqu'en haut et après, ainsi de suite, du bas vers le haut, toujours. Tout le temps. On est en train de retrouver un décor qui date soit fin 19e, voire même antérieur, que l'on est en train de restaurer et de restituer. Ça, c'est une surprise du chantier, tout le décor des voûtes, avec donc ces palmes, donc ces grandes feuilles qui viennent sur les écoinçons des voûtins, qui sont à la feuille d'or. Donc on a tout refait à la feuille d'or. On fait tout le tracé au crayon. Ensuite, je suis intervenu, j'ai appliqué ce qu'on appelle un vernis. Ensuite, j'applique la miction, comme vous pouvez le voir. Et dès demain, j'appliquerai la feuille d'or. Nous avons reproduit ce même décor de feuillage, en fait, sur chacune des voûtes, à l'aide d'un poncif. Donc ça me permet de multiplier les feuillages et les décors. Et nous avons trouvé ensuite, dans cette partie-là, un agneau et donc des fleurs de lys qui sont faites donc en or et l'agneau en argent. En définitive, chaque voûte que vous voyez paraissent identiques en dimension, mais ne le sont pas. Donc il faut en fait tricher visuellement pour qu'on puisse avoir en fait quelque chose qui va fonctionner, mais du bas. Parce que là, vous voyez du haut à 2 mètres, mais d'en bas, c'est tout à fait différent. Alors, donc là, il y a 2 feuilles, celle-ci, celle-ci. Là, on va donc projeter que celle-ci passe à l'arrière. Et on va donc faire ce trait-là. Voilà. Si j'avais coupé l'autre, elle serait passée devant. Et celle-ci ici, voilà, pour qu'on comprenne mieux qu'en fait celle-ci passe à l'arrière de celle qui est devant. Avant de faire tous ces travaux intérieurs, on a dû bien évidemment protéger le mobilier liturgique, protéger les sculptures imposantes et notamment donc au fond du chœur, il y a le groupe de Tubi. On en a profité puisqu'on devait le déposer pour pouvoir engager ces travaux intérieurs, de l'exposer au Louvre-Lens. Là, je voulais juste vous montrer le travail des vitraux fait par le maître verrier. Donc c'était un grand vitrail de Émile Hirsch du 19e. La restauration est terminée. D'abord, ils sont extrêmement colorés. Certainement, c'était pas que de Émile Hirsch, ces vitrails, parce qu'il y a vraiment 2 registres différents avec 2 expressions stylistiques très différentes.
Donc on pense que ça fait partie de l'école de Emil Hirsch qui aurait fait le registre supérieur, et le registre inférieur, bas, ça serait vraiment de sa main à lui.